18h à Kinshasa, à 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Aujourd'hui, on va parler du processus électoral après la publication des résultats partiels de la Commission électorale nationale indépendante. Déjà, la contestation est perceptible dans les camps de l'opposition. Nous allons analyser ces thématiques avec Yves Bouya qui sera là. Et de l'autre côté, avant que nous n'entamions cette émission, nous avons la Minute Info. C'est avec Iselona. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Bonsoir à tous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. Vote du 20 décembre 2023, la mission d'observation électorale SANCO-SCC fait sa déclaration préliminaire sur les déroulements des élections générales en RDC. Selon la MOE, grâce au dispositif de comptage de voix parallèles mis en place, elle a constaté qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié du suffrage à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des scrutins en certains endroits. Glissement de terre et inondations à Kinshasa et dans certaines provinces. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a, au cours du mini-conseil de ministres tenu ce jeudi, instruit les ministres de la Solidarité humanitaire et des infrastructures à prendre des dispositions urgentes afin de soulager les familles affectées. Également à l'ordre du jour, le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges a été adopté et prendra effet à partir de ce 29 décembre. Après 5 mois de sanctions de la CEDEAO appliquées en réponse au coup d'État survenu au Niger, le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger par le port de Cotonou, une mesure prise au regard de l'amélioration substantielle des conditions des opérations de traitement des marchandises sur ce port, notamment la réduction du taux de congestion. Tous ces titres vous seront développés à 19h dans la grande édition du journal. Entre-temps, votre magazine Kinshasa Direct se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Merci à vous, Iselona, pour cette livraison d'informations. Tout de suite, Yves Bouya pour l'analyse. D'aggraver les conflits dans ces Goma, président de la République, chef de l'État, anasema dipande du shuke, toutes les provinces du Congo doivent se développer. Sur le plan économique, munaona maeffort eko nafanya juu ya kudefendre intégrité ya territoire national. Anasema il doit mettre fin à l'agression et il veut que cette province se développe sur le plan économique. Na tunamilomba kitu moja, vous devez être derrière vision ya chef de l'État de nous soutenir dans l'entrepreneuriat. Yeye eko naendelea kufanya pale yake. Le président Félix Tshisekedi est en pole position dans les résultats partiels de la Commission électorale nationale indépendante.
Déjà, est-ce que pour l'opposition, c'est la voie des contestations quand on sait que le porte-parole de Moïse Katumbi Tchapo, Olivier Kamitatou, a dit que son camp ne compte pas saisir la Cour constitutionnelle. Alors, quel schéma entrevoit le camp Katumbi? Ou quel schéma entrevoit Fayoulou? Pour Fayoulou, c'est l'activation de l'article 64 de la Constitution. Yves Bouya, bienvenue. Bonsoir, Jean-David Kilolo. Vous vous portez bien? Moi, oui, personnellement, mais pas le Congo. Pourquoi? 4e cycle électoral que le pays vient d'organiser, mais je pense que nous sommes passés à côté de la plaque. Comment à côté? À côté de la plaque, les Congos n'avancent pas. Je déplore que je crains qu'on soit ces Congos qui portera une autre qualification. Quelle qualification déjà? La qualification qu'on va porter, une qualification d'un pays, comme le disent les Anglais, comme ça se dit dans certains pays anglo-saxons. Nous serons ces pays de go and stop. Un pays de go and stop, c'est un pays qui n'avance pas. C'est un pays, au lieu d'avancer, si ça t'avance de 10 pas, ça te recule à 100 pas. Donc on n'avance pas. Donc quand je le dis, il y a un pays de go and stop. Si vous comprenez, le vrai problème du Congo est toujours lié au lendemain des élections. Nous avons connu 3 cycles électoraux et ces élections du 20 décembre en est la 4e élection que nous sommes en train d'organiser. Mais si vous faites, vous mettez en place de vous un tableau de bord qui peut vous donner certaines orientations concernant l'évolution du pays, on n'avance pas. Tous les vrais problèmes que connaît le Congo sont toujours des problèmes nés au lendemain des élections. En 2006, si le Congo a plongé dans une crise post-électorale, c'est parce qu'en 2006, nous avons connu de très mauvaises élections. D'ailleurs, vous savez comment est-ce que ces élections, les résultats ont été proclamés dans un char. On va en 2011, où on quitte les deux tours en 2006 pour 2011, nous connaissons le même problème, cette fois-ci, des élections à un seul tour. Et qui nous a toujours ramené, ce qui est vrai, une crise électorale au lendemain de ces élections de 2011. On va en 2018, on a connu le même problème. Mais l'idée, les combats, peut-être des Fayoulou d'hier, en 2018, 5 ans durant, était la vérité des urnes. Cette vérité des urnes pour Fayoulou, ce n'était pas pour lui. C'était interpellateur. C'était un combat pour lui qui poussait les dirigeants, nos dirigeants, à faire mieux pour qu'en 2023, qu'on ne connaisse pas ce cycle électoral infernal, chaotique. Malheureusement, la vérité des urnes n'a pas abouti, on n'a pas écouté. Fayoulou a été écouté à tort, on avance, on organise des élections, la plus chère, je vous l'ai dit, en 2023 et la plus chaotique. Quand je vous dis la plus chère, quand vous voyez c'est que Malou Malou, Ngoï Mulunda, Corneille Nangaa ont perçu en termes de moyens de fonds, tu n'es pas sur une ardoise qui te coûte $1 milliard. Malou Malou a reçu pour vous, a bénéficié de 450 millions je pense en 2006. Et quand tu prends... À ce temps-là, il n'y avait pas de machine à voter. Il n'y avait pas de machine à voter. Oui, il n'y avait pas de machine à voter. Et puis, il n'y avait pas une démographie que l'on a actuellement. Mais en 2011 et en 2018, Kadima, M. Ngoï Mulunda et M. Corneille Nangaa, l'un, je pense, le départ de Ngoï Mulunda, était dans les 500 millions. 500 millions. Corneille Nangaa arrive, il fait un calcul pour un total des élections, il vous prend, on lui donne, les gouvernements lui donnent $650 millions. Et Denis Kadima arrive pour des élections, avec la même machine à voter, avec la même démographie que celle de 2018, on lui donne $1 milliard pour organiser des élections. Mais c'est quelles élections que nous avons? Avec 44 millions d'électeurs, mais oui, contrairement aux autres. Mais oui, mais c'était pas. Mais $1 milliard, vous savez ce que ça représente, $1 milliard? Ce ne sont pas des cacahuètes. Avec $1 milliard, on vous construit des hôpitaux, on vous construit des routes. Vous avez 12 avions. 12 avions dedans.
on peut vous désenclaver certains territoires de la République démocratique du Congo. Mais on vous donne 11 milliards pour organiser des élections qui ne répondent pas aux attentes de la population congolaise. Pourquoi je l'ai dit, Jean-David Kilolo? Regardez ces élections du 20 décembre. On va aux élections le 20 décembre. Les Congolais se rendent dans le centre de vote. Qu'est-ce qui se passe? Les centres de vote, difficiles à répertorier. Vous avez vous-même vu, quand certains confrères ici, je cite ici Israël Moutala et M. Pachian Ligodi, on pose la question au président de la CENI, combien de bureaux ont ouvert? Il a été dans l'incapacité de dire aux Congolais, c'était combien de bureaux qui ont été ouverts. Les Congolais se sont déployés massivement à lire toutes les notes des missions d'observation, même celles de la CENCO. Ils vous disent qu'il y a eu un engouement comme pas pour ceux des Congolais d'aller voter. Mais ils se rendent dans les centres de vote. Dans des bureaux de vote, ils ont eu du mal à répertorier certains bureaux. Les rares des Congolais qui sont arrivés ou qui ont su localiser leur bureau de vote, se sont confrontés à un vrai problème technique. Soit c'est les machines qui posaient problème. D'abord les machines, problème d'autonomie. Vous vous rendez dans certains bureaux de vote, vous avez connu un vrai problème de personnel. Personnel pas formé. Vous vous rendez dans les bureaux de vote, vous voyez des candidats qui s'offrent ces luxes d'extirper certains argents de la CENI dans leur lieu de travail. Et à qui ils font des tours dans certains bureaux de vote. Vous avez dans ces élections connues, soit vues de ce 20 décembre, où des machines à voter retrouvées dans les domiciles, dans des domiciles de certaines bonnes caciques de l'Union sacrée. Il y a des enquêtes qui sont en train d'être faites. Mais oui, des enquêtes, je le veux bien. Je le veux bien. Par la CENI. Ça, oui, c'est peut-être une manière pour Denis Kadima, pour masquer la fraude, la tricherie qui ont émaillé ces processus électoraux. Pourquoi M. Kadima, je l'ai suivi en train de dire qu'il est ouvert aux concertations, il a mis en place un cadre de concertation qui va réunir depuis aujourd'hui certains responsables des organisations de missions d'observation pour élucider certains cas d'irrégularité. Mais oui, mais pourquoi ça ne l'a pas fait au niveau de la présidentielle? Parce que les élections se sont déroulées le 20 décembre à la même date, le même jour, et c'était à tous les niveaux. La présidentielle, les législatives, les provinciales et du côté municipal. Pourquoi est-ce que M. Denis Kadima veut ouvrir aujourd'hui ces cadres de concertation, mais pas sans intégrer l'élection présidentielle? On veut aussi bien les voir parce que les irrégularités qui ont été dénoncées n'ont pas seulement été dénoncées qu'au niveau législatif. Si vous lisez les communiqués de la CENCO, des missions d'observation de la CENCO, ils vous disent qu'il y a eu un candidat qui s'est extirpé, qui a bénéficié de plus de suffrages que d'autres candidats. Alors, ça c'est la CENCO, c'est que la CENCO reconnaît qu'il y a un candidat qui a eu beaucoup de suffrages et on sait bien... Ces suffrages aujourd'hui s'expriment par certaines irrégularités. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas aujourd'hui nous blacklister l'élection présidentielle, nous dire qu'au niveau de la présidence, il n'y a pas eu d'irrégularité, il n'y en a que d'irrégularité au niveau des législatives. C'est pour ça la raison pour laquelle vous entendez des voix s'élever dans différents camps des partis politiques, dans différents étages majors des partis politiques, au niveau des ensembles. Notamment, vous avez suivi les porte-parole de Moïse Katumbi, M. Olivier Kamita, pour vous dire que d'abord, le candidat numéro 3, son candidat, son président, renonce à toute élection, à sa victoire des élections du 20 décembre. Et puis il dit, il refuse les résultats qu'on lui a accordés, qu'on lui a attribués au niveau du Grand Katanga, parce que d'abord, ils se disent, une mission d'enquête a été effectuée avec Ensemble, par certains représentants d'Ensemble au niveau du Haut-Katanga, où ils vous ont même dit qu'ils ont ils ont démarché au niveau de la CENI, et ils n'ont pas été reçus, et qu'ils ont compris, ils ont constaté que certains résultats sont publiés sans que la compilation ne s'efface. Il n'y a pas eu de compilation. Il n'y a pas eu de compilation. Et maintenant, les résultats publiés par la Comment ça a été publié? Alors, au regard de toutes ces critiques, ayant émaillé ces processus électoraux, on voit M. Denis Kadima vous dire, moi, j'ouvre un cadre de concertation. Le vrai problème, ce n'est pas ça. Maintenant, si M. Kadima, comme il ouvre ces vrais cadres de concertation, qu'est-ce qu'il fera? Il va vous dire que oui, j'ai essayé d'annuler certains votes
venant de telles circonscriptions électorales. Mais souvent, peut-être il pourra aussi annuler les votes concernant l'élection présidentielle. Non, il fallait d'abord commencer dans ce cadre de concertation au niveau de l'élection présidentielle. Ce n'est pas dit. Parce que là, il va publier demain les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Ça sera demain Ça ou... sera demain. Mais pour les législatives, il va publier pour les législatives les 31. Mais il zappe les irrégularités évoquées pour l'élection présidentielle. Il s'attelle que pour les élections au niveau législatif. Ça signifie quoi? Il veut un tout petit peu vouloir maquiller ce qui a été dénoncé d'abord par plusieurs sociétés, plusieurs structures de la société civile. Je vous cite ici Justicia Asbel, je vous cite ici la SENCO, l'ECC et tant d'autres organisations de la société civile qui ont décrié ces élections. Donc, si M. Kadima, aujourd'hui, veut ouvrir ces cadres de concertation, il doit élargir ces cadres de concertation jusqu'au niveau de l'élection présidentielle parce que ces irrégularités ont été dénoncées même au niveau de l'élection présidentielle. Ne pas les faire, c'est limité qu'au niveau des législatives, on comprend que M. Kadima veut aujourd'hui donner une image, une personne qui veut maîtriser l'opinion, une personne qui veut donner une image d'une personne qui veut se laver dans l'opinion, vu à la suite des résultats qui ont été publiés au lendemain des élections vous ne voyez pas du 20 décembre, qui malgré, ont parce que été jusque-là, des résultats complètement chaotiques, parce que, je vous dis ici, M. Denis Kadima, on peut le considérer de tout sauf des bêtes. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, M. Denis Kadima a commencé, toujours dans son idée, de publier les tendances. Pourtant, aucun soubassement légal ne lui donne les droits de publier les premières tendances. Il est fait pourquoi? Il a fait à dessein, toujours à l'idée de vous maîtriser l'opinion, pour conduire l'opinion, dire à l'opinion que voilà, la tendance se donne, et voilà, là où s'orientent déjà les résultats. Dites-moi, sur 43 millions d'électeurs congolais, la diaspora congolaise vous représente 0,4%. C'est l'équivalent de 13 000 voix. Mais qu'est-ce qui a poussé la CENI? Qu'est-ce qui a poussé M. Denis Kadima de vous publier les premières tendances? Pourtant, la loi électorale ne l'autorise pas. Si vous lisez l'article 71 de la loi électorale, elle vous parle des résultats provisoires et non des premières tendances. Comme la CENI, comme aussi... Est-ce que là c'était les premières tendances ou c'était les résultats bureau des votes par bureau des votes? Mais je vous parle des résultats bureau des votes par bureau des votes. Est-ce que pendant ces élections ici, si vous voyez certains PV, est-ce que les témoins des partis politiques ont signé ces PV? Au nom de quoi M. Kadima nous présente des résultats bureau par bureau des votes au moment où la compilation n'a pas été effectuée? C'est le même cas qu'on a connu en 2018. Pendant les hold-up électoraux de 2018, où on a vu M. Corneille Nangaa devant la télévision nous dire M. Tshisekedi a gagné avec 7 millions de voix, M. Fayou 6 millions de voix, au moment où la compilation se faisait encore. Nous sommes rentrés encore dans ces mêmes chiasmes, dans ces mêmes schémas où les compilations ne sont pas encore faites et on voit la scène vous publier les premières tendances. Et au nom de quoi on nous parle que ces résultats ont été publiés bureau par bureau de vote au moment où les témoins n'ont pas signé certains PV. Vous savez ici, pendant ces élections, si vous lisez certains rapports d'émissions d'observation ici, ça vous dit ici, beaucoup de témoins des partis politiques, notamment pour la plupart de l'opposition, n'ont pas eu accès dans certains bureaux de vote. Ils ont été chassés parce qu'il y avait une idée, il y avait une intention de bourrer les urnes. On a vu ici des témoins des partis politiques pendant ces élections vous dire qu'on n'a pas eu accès. Jean-David Kilolo, je vous dis ici, M. Kadima devrait organiser des élections qui répondaient à l'attente des Congolais. On ne peut pas aujourd'hui prendre 1 milliard de dollars dans les trésors publics, l'argent des contribuables congolais qui viennent des taxes, qui viennent de l'importation, qui viennent de la taxe TVA et nous organiser des élections aujourd'hui qui posent problème. Des élections, vous vous réveillez le matin, les bureaux de vote ne sont pas connus, on retrouve les machines entre les mains des dignitaires de l'Union sacrée, on se réveille, la cartographie n'est pas connue, on va au vote, on vous bourre les urnes. Vous savez aujourd'hui, c'est quoi maintenant les discours d'aujourd'hui?
La contestation n'est pas seulement au niveau de l'opposition. Ce n'est pas Fayoulou, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Mukwege, C'est c'est pas où? Matata Sisesanga. Même dans l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée. Ils vous disent, oui, mais où est-ce que certains candidats de l'Union sacrée ont-ils obtenu ces machines? Les machines à voter. Les machines à voter. Dans leur résidence. Mais oui, c'était quoi l'adresse? C'était où l'adresse? Qui a donné à ces leaders de l'Union sacrée les machines? C'est sorti d'où? C'est venu d'où? Ces machines, ces machines à voter. Donc c'est pour vous dire que Jean-Marie, excusez-moi, Jean-David Kilolo, le vrai problème, au fur et à mesure que ce Congo ne sera pas ce pays où on offrira aux Congolais, au peuple congolais, des bonnes élections, nous serons toujours ces pays des go and stop. Un pays qui doit avancer, qui n'avance pas, qui ne fait que se limiter. Parce que le développement d'un pays, Jean-David Kilolo, passe par des bonnes élections. Et certains pays en Afrique l'ont compris. Certains pays se développent en Afrique parce que c'est des pays aujourd'hui qui se sont arrogés le luxe d'organiser des très bonnes élections. Donc, aussi longtemps qu'on ne le fera pas, on va toujours rester dans ces schémas d'un pays de go and mais stop. jusque-là, vous attendiez beaucoup plus. L'opposition attendait les rapports de la CENCO-SCC par rapport à leur mission d'observation électorale, mais on a senti que la CENCO n'a pas vraiment condamné, ou la CENCO n'a pas relevé des failles pour dire que ces failles risquent certainement d'entancher l'ordre d'arrivée. C'est qu'on a senti, côté CENCO, c'est que l'ordre d'arrivée reste presque le même. Non, la CENCO ne peut pas se substituer en CENI. Soit en CENI, soit aux parties prenantes au processus électoral. Si vous suivez les discours de la mission d'observation de la SADC et de l'Union africaine, ils vous parlent tous le même langage. Les irrégularités constatées, les problèmes d'ordre logistique. Si vous suivez la note de la mission d'observation de la SADC, de l'Union africaine, ils vous parlent des irrégularités. Vous suivez aujourd'hui Justice à Asbel, il vous parle des irrégularités. Vous suivez une force de la société civile au Congo, il vous parle des irrégularités. La CENCO s'appuie aussi sur les irrégularités. Et c'est ces irrégularités aujourd'hui sur lesquelles s'appuie l'opposition, qui a été partie prenante au processus, à la seule différence de la SADC, de l'Union africaine, de la CENI, de certaines organisations de la société civile, qui vous demandent l'annulation de ces élections. C'est ça qu'ils disent. Tout le monde vous parle des irrégularités. Quand on vous parle d'irrégularité, ces irrégularités émaillent de la tricherie, émaillent de la fraude. On ne peut pas aller dans une élection où la tricherie est le maître mot, où la fraude est le maître mot. On ne peut pas aller dans pareilles élections. Quand vous allez dans une élection c'est d'abord question de confiance, où toutes les parties prenantes doivent se mettre d'accord sur certains points. Pourquoi est-ce que M. Denis Kadima, pendant les codes de concertation, avec certains candidats présidents de la République, qui lui ont posé la même question, êtes-vous en mesure d'organiser ces élections? Il avait dit oui, il a été d'accord. Mais les gens ne s'attendaient pas à ce, excusez-moi pour les termes, si vous me permettez, à ce braquage électoral, à ce terrorisme électoral, à ce hold-up électoral. Les gens ne s'y attendaient pas. Mais quand ils ont vu ce terrorisme électoral, ce braquage électoral émaillé d'irrégularités, ils se sont dit non. Mais dès lors que, puisqu'il y a les irrégularités, vous allez continuer, puisqu'il y a les irrégularités avec la commission qui est mise en place par la CENI, c'est pour certainement pallier à cette question d'irrégularité, là où dans des secteurs, là où il va trouver qu'il y a un taux élevé d'irrégularité, qui puisse certainement élaguer ça. Mais oui, mais il fallait élaguer. Mais pourquoi c'est au niveau des élections législatives il fallait élaguer? Pas au niveau de la présidence. Il y en a plusieurs irrégularités au niveau de la présidence. Donc, je vous dis que ces irrégularités aujourd'hui entachent les processus électoraux. Ces irrégularités discréditent les processus électoraux. Dites-nous, quel sera aujourd'hui, qui aujourd'hui, ces Congolais, aujourd'hui, sera à mesure de croire aux résultats qui seront publiés par la CENI. Ça n'a plus de crédibilité, ces résultats. Parce que quand vous suivez toutes les missions d'observation, ici, vous parlez d'irrégularité. Ce n'est pas seulement une seule mission d'observation.
plusieurs missions d'observation qui vous disent qu'il y en a assez d'irrégularités. Alors, ça sera quoi ces résultats émaillés des irrégularités que les Congolais pourront dire que réellement ces élections ont été crédibles? Ça ne sera pas des élections crédibles. C'est la raison pour laquelle vous avez vu plusieurs candidats. Je vous dis ici que l'opposition, dans sa diversité, a été aux élections. Parce que le langage développé par l'Union sacrée hier, c'était que l'opposition n'était pas prête pour les élections. Mais cette opposition, dans sa diversité... L'opposition était prête pour des contestations. Non, elle n'était pas prête pour les contestations. Et le pouvoir aussi avait dit, via la bouche des membres d'un casier de l'Union sacrée, que l'opposition voulait tricher aux élections. Ah oui. Avec les Russes. Avec les Russes. Maintenant, vous nous dites là, maintenant, où en sommes-nous? Les Russes, on ne parle plus des Russes. Là, on ne parle plus des Russes. Donc l'opposition est dans un principe légal, légitime. Elle est aux élections, malgré les fichiers électoraux qui posaient problème, malgré la personne de Kadima que vous connaissez, que Albert Moleka avait dit ici, des sectionnaires de l'UDPS, malgré la composition de la Cour constitutionnelle qui posait des problèmes, alors que l'opposition exigeait des réformes, l'opposition dans sa diversité est allée aux élections, est allée à la rencontre des Congolais, a discuté, a parlé avec les Congolais. L'opposition a vendu son projet de société. Maintenant, cette opposition va aux élections, vous dit que ces élections n'ont pas été des bonnes élections. Nous, qui avions été, qui sommes partie prenante aux élections, Katumbi, Fayulu, Matata, Sesanga, Kikuni, Diongo, Constant Moutamba, les Ifoko, ils vous disent tous, non, nous avions été partie prenante à ces processus. On dit que cela a été émaillé d'irrégularité. Nous demandons l'annulation des élections parce que ces élections ne reflètent pas la vraie vérité des urnes, comme le disait Martin Fayulu Madidi. Alors maintenant, aujourd'hui, pourquoi Katumbi refuse de saisir la Cour constitutionnelle? Mais écoutez, sur le candidat Katumbi, M. Katumbi, qui était candidat numéro 3, déjà qu'il a renoncé à sa victoire. Vous avez suivi la déclaration de son parti politique via Maître Hervé Diakese, qui vous a dit que le camp Katumbi renonce à la victoire de son candidat numéro 3. Accepté, à sa victoire. cautionné. Oui, il a renoncé à sa victoire. C'est ce que le communiqué a dit. Alors, au moment où lui-même Katumbi dénonce certaines irrégularités, qui ne respecte pas la volonté, le choix des Congolais aux urnes, il ne peut pas en même temps se dire que j'ai gagné les élections. Pourtant, ces élections ont été entachées d'irrégularité. Maintenant que on suit ici M. Peter Kazadi, lors d'un briefing, il vous dit la seule façon d'aller contester, c'est la Cour constitutionnelle. Les résultats, la CENI vous publie les premières tendances dans toute opacité, dans toute illégalité, et on vous dit d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Si le candidat Katumbi aller saisir la Cour constitutionnelle, ça serait pour lui aussi prêter les flancs à cette tricherie, reconnaître la tricherie, reconnaître la fraude. Ça allait être pour lui cautionner ce braquage électoral. C'est la raison pour laquelle il a dit, j'y vais pas, moi, comme candidat. Alors c'est quoi maintenant aux élections. La suite c'est quoi s'il va pas? Non, écoutez, la suite c'est quoi? C'est que je remarque, il s'observe ce jour aussi, que cette opposition parle les mêmes langages. L'activation de l'article 4 Katumbi qui a été, d'après son camp, gagnant aux élections, bien que sur les camps ait rejeté, renoncé aux résultats. Katumbi aussi, qui a largement gagné au niveau, largement, pas par les résultats que nous propose la CENI, largement gagné au niveau du Haut-Katanga, renonce aussi aux résultats. C'est Katumbi vous parle les mêmes langages avec Fayulu. C'est Katumbi vous parle les mêmes langages avec les FCC. J'ai suivi les gens vous dire ici, en train de vous dire, j'ai suivi le VP Peter Kazadi, en train de vous dire que les FCC ne peut pas aujourd'hui vous parler processus électoral. Non. Bien que les FCC n'aient pas participé au processus électoral, mais ne peut pas aussi ici refuser au FCC de vous parler du Congo, de mettre un point de vue comme parti politique, comme regroupement politique d'un ancien président de la République, vous parlez pays. Alors c'est là où je dis, il s'observe aujourd'hui que nous avons une opposition. Cette opposition dans sa diversité... Qui veut l'article 64. Écoutez, si cette opposition, moi je suis journaliste, et c'est des politiques, si cette opposition, comme ça s'est dit dans certains états-majors des partis politiques, Katumbi le dire, Fayulu le dire, Mukwege le dire, les Kabilistes le dire, ça dit qu'on doit activer l'article 64.
C'est un discours Mais pourvu que la population soit derrière. C'est un discours que ça développe et ça dit, je pose la question, pourquoi l'article 64? Vous dites, pourquoi allez-vous activer l'article 64? Quand je pose des questions à certains leaders de l'opposition, ils vous disent que c'est un droit constitutionnel d'activer l'article 64 du temps que l'UDPS... Ça, c'est l'alinéa 1. L'alinéa 2 aussi. Mais c'est un droit... Oui, pas l'alinéa 1, mais il faut dire que c'est un droit constitutionnel. Toute personne qui, aujourd'hui, veut installer une posture à la tête du pays, le peuple a les droits, aujourd'hui, de mettre son veto. C'est ça l'article 64. C'est ça. Donc, je comprends que cette opposition, que ce soit Katumbi, que ce soit Kabila via les FCC, que ce soit Fayulu qui était dans la rue hier lors d'une protestation, bien que ça ait été étouffé dans la répression, dans les sangs, je comprends que c'est Fayulu aujourd'hui qui vous parle aussi les mêmes discours sur l'annulation des élections. Je vois ça aussi dans les rangs de Mukwege qui a fait un déplacement à l'international, qui mène une diplomatie silencieuse à l'international. Donc il se dégage que cette opposition dans sa diversité, ne soyons pas surpris que cette opposition soit une pour mener les mêmes actions. Attendons ce que ça va nous présenter comme schéma. Moi, je suis journaliste, je ne peux rien dire, mais ce que je dis, je comprends que c'est une opposition aujourd'hui qui fait bloc, qui porte les mêmes discours et qui est prête à enchaîner ensemble. Vous m'avez dit ici que l'opposition va mener un combat avec quel peuple? Mais c'est le même peuple qui avait affiché son amour, sa sympathie avec Katumbi lors de la campagne électorale. C'est le même peuple qui était venu à l'écoute de Martin Fayulu lors de la campagne électorale. C'est le même peuple qui était avec Mukwege. C'est le même peuple qui était avec Matata, qui était avec Sesanga. C'est les leaders de l'opposition qui sont en capacité de mobiliser. Ça, il faut le dire. Donc, nous dégager de ce discours ici, comme je dis, Augustin Kabouya, en train de nous dire qu'on doit ériger un monument à M. Denis Kadima. Je comprends qu'il jette des fleurs à un sectionnaire de l'UDPS. Quand je dis un sectionnaire de l'UDPS, je m'en tiens au propos d'Albert Moleka. Mais dites-moi, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui ériger un monument pour M. Denis Kadima alors qu'il a organisé des élections qui ne satisfont pas des Congolais, qui aujourd'hui vous créent des remous dans tous les blocs politiques. Alors, dites-nous maintenant, il faut ériger ces monuments. Pourtant, ça pose problème des élections. Maintenant, on nous dit maintenant que nous avons le monopole de la rue et que si... Là, ils ont fait 37 ans, hein, ils maîtrisent la rue. L'UDP, ça fait 37 ans. Mais je vous rappelle, Jean-David Kilolo, en 2015, quand la rue avait grondé, c'était sans l'UDPS. Oui, parce que là, on a vu avec ces Sanga, il y avait des lycées Sanga. Nous avions la dynamique de l'opposition. C'était ça l'UDPS. L'UDPS était en discussion avec Kabila, Ibiza et Venise. Nous avions vu une dynamique de l'opposition qui est née au niveau de l'Assemblée nationale. Les Sassanga, les Diongo, les Boussa, l'UNC, ils ont créé un bloc qui s'est transporté dans la rue. Donc, on peut dire ici, c'est qu'on peut constater, c'est une opposition aujourd'hui qui va mener un combat sur plusieurs fronts. Et ils me disent, c'est le temps que ça prendra, mais pour l'opposition, c'est un combat qu'il faut mener pour rétablir les Congolais dans ses droits. C'est quoi rétablir les Congolais dans ses droits? Ce serait tout simplement annuler les élections, organiser d'autres élections, permettre aux Congolais d'aller aux urnes pour que ces choix du peuple soient respectés aux prochaines élections. Nous offrir des élections comme on a vécu, comme on a subi les 20 décembre. Je dis que cela n'est pas honorer les Congolais, sauf honorer un clan politique qui se réjouisse de ces résultats. Voilà, pour terminer avec vous, comment se porte Salomon Kalonda? Vous êtes journaliste, est-ce que vous avez des informations? Mais j'apprends qu'il est toujours très souffrant, très malade. Il faut qu'il soit toujours évacué à l'extérieur du pays. Alors qu'est-ce qui bloque? Je pense que c'est les procès qui posent encore problème, parce que ses avocats avaient dit par devant la cour tribunal militaire qu'il n'y a aucun tableau clinique qui prouve que au Congo, M. Salomon Escadela doit être soigné ici. Donc il faut son évacuation. Mais malheureusement, vous voyez la position du ministère public, tantôt qui zigzague, excusez-moi pour les termes, dans ses prises de position. Il veut voir un Salomon Escadela souffrant, mais qui doit se présenter. Mais il oublie que comme ce dossier est complètement un dossier pénal,
pour toute décision qui doit être prise dans ce dossier en matière pénale, il faut ipso facto avoir la présence de l'intéressé. Malheureusement, monsieur est malade, il ne peut pas se présenter. Les tribunaux militaires, tout comme les ministères publics, sont en droit dans cette obligation de laisser à Salomon Escadela d'avoir accès à des soins, aux soins appropriés pour qu'il revienne. Demain, après-demain. Parce que déjà, demain c'est l'audience, je pense. C'est l'audience devant la cour militaire pour qu'il puisse avancer, donner ses moyens de preuve. Ce n'est pas la volonté du ministère public de voir un Salomon Escadela malade. Il peut nous quitter, il peut nous laisser comme lui-même l'a dit, et qu'il part après, et qu'il partait, et qu'on voit un Salomon Escadela qui nous a laissé pour poursuivre les procès. Non. Le vœu du ministère public, son souhait, tout comme les tribunaux, c'est de voir un Salomon Escadela en très bonne santé, comparaître par devant la cour pour qu'il puisse avancer Salomon Escadela. C'est seulement des preuves. Je ne vois pas moi Salomon Escadela, si on lui a accordé cet accord de se faire soigner à l'extérieur du pays, qu'il va fuir. Pour son honneur, après les soins, il va revenir pour affronter la justice parce que c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de crédible, parce que cela va de son honneur. Merci. Donc, pour chuter, je dis en 30 secondes que les élections que nous avons connues, tout ce que M. Kadima a fait, avec son cadre de concertation, comme on l'a dit ici, c'est juste pour maquiller les dénonciations qui viennent aujourd'hui de tous bords que nous avons connues, de très mauvaises élections, des élections chaotiques qui ont énormément coûté au pays, $1 milliard qui pouvaient servir à autre chose dans notre secteur de la vie nationale, mais malheureusement des élections qui ont encore de plus humilié les Congolais. Et vous avez vu, les Congolais se sont encore sentis dans la peine, dans l'humiliation d'aller voter le 20 décembre parce que les Congolais ont vu qu'il y a un vrai problème, comme l'a dit le cardinal, un vrai gigantesque désordre. Merci. On va cette fois-ci écouter notre son des cloches tout de suite.